Pendant que les élus de l'Assemblée nationale du Québec se préparent à voter sur une hausse de leur salaire, les employés du programme d'allocation directe Chèque emploi-service, ceux qui prennent soin des personnes en situation de handicap à tous les jours, ces gens-là ne reçoivent pas leur paye. On se parle de soutien à domicile maintenant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Oui, on va parler de soutien à domicile aujourd'hui. À la base de tout ça, il y a le regroupement que j'ai fondé en 2016, Parents pour toujours. Je vais mettre les liens dans la description du vidéo. On a une page Facebook ainsi qu'un groupe de discussion privé. Donc, je dis que c'est à la base de tout ça parce que moi, comme maman, quand mon fils a eu 18 ans, ce que j'ai constaté, c'est que les soutiens financiers que j'avais avant, comme les allocations familiales, tout est tombé. Et j'ai dû réduire mes heures de travail et ensuite abandonner mon travail parce que je n'avais personne pour s'occuper de mon fils pendant que j'allais travailler. Et là, je me suis retrouvée devant absolument rien. On me dirigeait à l'aide sociale. Et ce que j'ai constaté, c'est que si j'avais décidé de placer mon fils en famille d'accueil, cette famille-là aurait été très bien soutenue, alors que moi, en tant que maman qui veut continuer à s'occuper de son fils, on me dirigeait à l'aide sociale. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de créer le regroupement. Et ce qu'on demandait, c'était que les familles naturelles soient reconnues et soutenues financièrement comme les familles d'accueil le sont. Donc, j'ai créé le regroupement, plein de parents qui se sont joints rapidement. Un papa en particulier qui a travaillé avec moi à temps plein. Pendant 3 ans, on n'a fait que ça, jour et nuit. C'était infernal, je vous dirais. On a commencé par aller déposer une pétition à l'Assemblée nationale du Québec en mai 2017. On était plusieurs parents à cette occasion-là. Et ensuite, moi et le papa en question, qui s'appelle Martin, on a travaillé, comme je vous disais, jour et nuit. C'était vraiment que ça. On se levait le matin, en tout cas, je parle pour moi. Je me levais le matin avec ça, je me couchais le soir avec ça. On a commencé par travailler avec le Parti libéral qui était au pouvoir à ce moment-là. Ça n'a rien donné. Ensuite, la CAQ nous a promis de nous fournir un soutien financier s'ils étaient élus aux élections de 2018. Alors, ils ont été élus. Ensuite, on a entrepris des travaux avec eux. Et tout ça, comme je vous disais, ça a duré 3 ans pour finalement déboucher en juillet 2020 avec un élargissement des critères d'utilisation d'un programme d'allocation directe qui s'appelle Chèque emploi-service. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que depuis juillet 2020, les parents qui continuent à s'occuper de leur enfant qui vit avec un handicap ou des problèmes de santé, après ces 18 ans, ces parents-là peuvent être engagés par le programme pour recevoir un chèque de paye pour les soins qu'ils donnent à leur enfant. Donc, c'est mieux que rien. C'est vraiment une forme de soutien financier. C'est pas du tout ce qu'on demandait. Mais ce programme-là était là, c'était un véhicule qui était disponible, on n'avait qu'à ouvrir la porte et embarquer dedans, donc c'est ce qu'on a fait. Le gouvernement nous a offert ça et on a accepté d'entrer dans ce programme-là. Et depuis qu'on est dans ce programme-là, depuis qu'on l'utilise, nous, comme parents, dans notre groupe, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup d'aberrations, d'injustices, d'inéquités dans ce programme-là, c'est incroyable. J'ai aussi vu depuis au cours des années beaucoup de témoignages de personnes en situation de handicap qui essaient d'engager des travailleurs pour obtenir les soins dont ils ont besoin pour rester à domicile et qui ont tellement de difficultés justement avec ce programme-là. C'est incroyable. Donc, dans une société québécoise où on dit que le maintien à domicile est très important et où on veut valoriser le maintien à domicile des personnes en situation de handicap et des personnes aînées aussi, ben il serait vraiment important de revoir ce programme-là qui est à la base du soutien à domicile. Donc, comme je vous disais, là aujourd'hui,
C'est la première d'une série de capsules que je vais faire là-dessus parce que le sujet est trop vaste. Je ne veux pas faire une capsule d'1 heure, ce serait trop long. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de ce programme-là et de ce qu'on est en train de faire présentement ou ce qu'on essaie de faire, nous, comme regroupement Parents pour toujours là-dedans. Et ensuite, je vais faire une série de capsules qui vont porter toujours sur ce sujet-là. Je vais faire des mises à jour. Et je vais amener des témoignages aussi de parents, d'utilisateurs du programme et tout ça. Je voulais tout faire dans la même capsule aujourd'hui, mais c'est trop long. Je vais faire plusieurs capsules. Donc, pour aujourd'hui, si on regarde, comme je vous disais, les injustices, les incohérences du programme, on va tout d'abord parler du fait que, tout d'abord, un usager du programme doit être évalué et suite à l'évaluation, il reçoit une cote. Et avec cette cote-là, on décide combien d'heures de service cette personne-là va pouvoir recevoir. Ce qu'on constate, c'est que 2 usagers qui ont le même profil, qui reçoivent la même cote, n'obtiennent pas le même nombre d'heures de service. Donc, je regarde mes notes parce que je veux rien oublier. Un exemple parmi d'autres. 2 usagers de la région de Lanaudière. OK? J'avais fait un sondage. Et suite à ça, 2 usagers de cette région-là, mais il y en a dans toutes les régions du Québec. Ces 2 usagers-là ont le même profil, mais une grande différence dans le nombre de services qui leur est accordé. Un a obtenu 32 heures, tandis que l'autre a obtenu 20 heures. En plus de ça, dans notre sondage, il y a une maman qui nous a rapporté qu'elle s'est fait dire par sa travailleuse sociale qu'elle pourrait obtenir 42 heures au lieu de 20 si elle changeait de ville. Parce que, justement, on nous dit que dans certaines villes, le nombre d'heures est plafonné parce qu'il y a trop de demandes. Donc, peu importe, en tant qu'usager, si ton évaluation arrive à la conclusion que tu aurais besoin de, par exemple, 35 heures de service, bien, si tu n'es pas dans une bonne région, tu vas recevoir que 20 heures de service. Donc, ensuite, il y a une autre maman qui, elle, nous a transmis un courriel qu'elle avait reçu de sa travailleuse sociale qui l'informait qu'elle recevait moins d'heures parce qu'elle était la maman et que si elle engageait des employés, elle recevrait plus d'heures. Ça, c'est totalement inacceptable. On s'entend que des gestionnaires gèrent comme ils veulent. Il n'y a pas de normes. Chaque gestionnaire dans chaque établissement, dans chaque région, gère à sa façon. Et il y a des situations qui sont comme celle-là qui sont complètement inacceptable. Le nombre d'heures accordées à l'usager doit l'être en fonction de ses besoins et non pas en fonction de la personne qui donne les soins. Ensuite, il y a des usagers qui ne reçoivent qu'une partie des heures qui leur sont allouées. Suite à l'évaluation, encore une fois, il y a des personnes, comme j'ai un exemple ici, un usager qui s'est vu attribuer 42 heures de service, 42 heures de service suite à son évaluation, mais qui n'en reçoit que 25. Et un autre qui s'est vu attribuer 35 heures de service, mais qui n'en reçoit aussi que 25. Dans chaque cas, l'explication qui est donnée aux usagers, c'est que le nombre d'heures accordées est plafonné pour pouvoir en donner à un maximum de personnes dans la région. Est-ce que c'est un financement insuffisant du programme ou de la mauvaise gestion? On peut se poser la question parce que y a une personne qui a travaillé à la gestion du programme Chèque Emploi Service dans un établissement qui nous a contactés pour nous informer que très souvent, il y a des fonds destinés au programme Chèque Emploi Service qui sont utilisés pour d'autres programmes, même si c'est interdit. Donc, en plus du financement du programme qui devra être haussé, ça c'est certain, il faut vraiment questionner la bonne gestion du programme dans tous les établissements. Il faut vraiment vérifier ça, ça a aucun sens. Parce que trop souvent, les usagers du programme, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie pour aller contester ces décisions-là. Donc, ils se contentent des grenailles qu'on leur accorde
alors que leurs besoins sont beaucoup plus élevés et c'est extrêmement enrageant, très, très choquant. Il y a des situations, comme je vous dis, dans notre groupe de discussion, on reçoit beaucoup de témoignages et c'est la raison pourquoi je suis un petit peu crinquée dans ma vidéo aujourd'hui parce que il y a beaucoup d'aberrations et c'est totalement inacceptable. Ensuite, il y a les évaluations et les réévaluations qui sont pas adaptées à la situation personnelle de chacun. Ça aussi, on va revenir là-dessus dans une autre capsule. Mais il y a plusieurs évaluations qui ne reflètent pas la véritable situation de la personne handicapée parce que la grille n'est pas adaptée à cette clientèle-là. La grille utilisée présentement, elle est adaptée à la clientèle des personnes aînées. Donc, l'outil d'évaluation là, doit être révisé pour s'adapter à toutes les clientèles. Ensuite, autre problème. Il y a des travailleurs sociaux qui sont très, très mal informés. Depuis l'ouverture du programme aux parents en juillet 2020, cette situation-là perdure encore, malheureusement. Il y a des travailleurs sociaux qui sont mal informés et qui disent aux parents qu'ils n'ont pas droit au chèque emploi-service et alors les parents doivent se taper un processus de plainte et beaucoup de démarches pour faire respecter leurs droits. C'est vraiment inacceptable, encore une fois. Il y a aussi le problème du mode de transmission de ce qu'on appelle le volet social. Le volet social, on peut comparer ça à une feuille de temps. C'est une feuille de temps qu'on doit transmettre au centre de traitement du programme Chèque emploi-service. On doit transmettre ça à toutes les 2 semaines. Et croyez-le ou non, nous sommes en 2023 et on doit encore transmettre le fameux volet social par fax. Moi, je me rappelle, au début de la pandémie, le gouvernement devait recevoir des chiffres de tous les établissements sur le nombre de personnes touchées par la COVID et sur le nombre de décès, etc. Et c'était un cafouillis au tout début de la pandémie parce que, justement, les données entraient par fax. Et je me rappelle très bien, on se rappellera, avoir entendu M. Legault au bulletin de nouvelles dire « ça n'a pas de bon sens qu'en 2020, on utilise encore des fax ». Ben aujourd'hui, en 2023, le programme Chèque emploi-service, le volet social, doit encore être transmis par fax. Donc, ça donne place à beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je vous disais en introduction du vidéo que pendant que les élus de l'Assemblée nationale se préparent à voter sur une hausse de leur salaire, il y a des employés de Chèque emploi-service qui ne reçoivent pas leur paye parce que ça arrive à toutes les semaines. À toutes les semaines, il y a des personnes qui ne reçoivent pas leur paye, des parents qui ne reçoivent pas leur paye et aussi des parents qui engagent des employés pour donner les soins à leurs enfants pendant qu'ils vont travailler. Les employés ne reçoivent pas leur paye. Des personnes en situation de handicap aussi qui sont autonomes et qui doivent engager du personnel pour les aider, pour leurs soins, pour le lever, pour le coucher. Même chose, si l'employé ne reçoit pas sa paye, l'employé quitte, évidemment. Et ça cause évidemment beaucoup de problèmes, recrutement et de rétention du personnel. Et là-dedans aussi, dans les problèmes de recrutement et de rétention du personnel, outre le problème de mode de transmission par fax, il y a aussi le fait que le salaire n'est pas assez élevé, n'est pas compétitif avec les établissements. Donc, c'est difficile de recruter des gens et de les garder. Parfois, il y a des gens qui vont venir travailler pour la personne en situation de handicap, qui vont prendre de l'expérience pendant quelques semaines ou quelques mois et qui vont quitter pour aller travailler dans les établissements. Donc ça, c'est une autre chose. Le taux horaire qui est pas du tout réaliste, qui est pas harmonisé avec l'offre salariale dans les établissements. Puis aussi, il y a une absence totale d'avantages sociaux pour les travailleurs. Donc, en gros, là, c'est les principaux problèmes de ce programme-là. Comme je vous disais, on va revenir dans d'autres capsules
sur le sujet du soutien à domicile. Je termine avec un petit sondage que j'ai fait dans notre groupe de discussion de Parents pour toujours. Et sur 160 personnes qui ont répondu à ce petit sondage-là, où je demandais aux gens, avez-vous eu des problèmes avec le chèque emploi-service? Il y a 37% des gens qui disent oui, j'ai eu des problèmes avec le programme. Il y a 24% des gens qui disent j'ai eu des problèmes avec les intervenants. Quand on parlait tantôt des travailleurs sociaux qui sont mal informés, qui ne donnent pas du tout la bonne information, mais il y a d'autres intervenants aussi, on y reviendra. Il y a aussi des gens qui disaient j'ai eu des problèmes avec les services de soutien à domicile, donc l'aide à domicile fournie par le CLSC pour aider pour les soins, pour le bain, le lever, le coucher, etc. 12% des répondants ont dit oui, j'ai des problèmes avec ça. Ensuite, il y a 11% des répondants qui disaient qu'ils se sentaient abandonnés par leur centre intégré de santé et de services sociaux. Dans le processus, là, le soutien à domicile et tout ça, c'est incroyable. Donc, on va revenir dans une autre capsule parce que le sujet est trop vaste. Mais en gros, moi, ce que je voulais dire aussi en terminant, c'est que on n'est pas contre une hausse salariale des députés de l'Assemblée nationale du Québec. Au contraire, ils méritent leur salaire. Et puis si on compare leur salaire avec le salaire des députés fédéraux, la différence, elle est énorme. Les députés au fédéral reçoivent un salaire qui est plus du double de ce que nos députés du Québec gagnent. L'irritant, c'est pas ça du tout, c'est pas l'augmentation de salaire. L'irritant, c'est de voir que c'est pas long. Ils perdent pas de temps pour travailler sur ce dossier-là. Ils mettent un comité en place, un comité de 3 personnes qui est chargé de faire des recommandations sur les hausses salariales. Et ce comité-là doit remettre son rapport, si je ne me trompe pas, je pense pas que je me trompe, c'est le 11 avril prochain, donc c'est rapide. Présentement, le gouvernement du Québec a donné un mandat à la commissaire à la santé et au bien-être d'examiner la performance des programmes de soutien gouvernementaux dans le cadre du soutien à domicile. Donc, le programme Chèque emploi-service entre dans cette catégorie-là. Évidemment, je considère que le programme Chèque emploi-service est à la base du soutien à domicile. Et nous, Parents pour toujours, on a fait parvenir une lettre à la commissaire à la santé et au bien-être avec toutes nos observations sur le programme Chèque emploi-service et on offrait notre collaboration. On offre toujours d'ailleurs notre collaboration à la commissaire dans ses travaux. On n'a pas eu de suivi là-dessus encore, malheureusement. Mais ce qui me turlupine un peu, moi, là-dedans, c'est que la commissaire a reçu ce mandat-là l'été dernier, donc à l'été 2022. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on lui a fait parvenir notre lettre, Parents pour toujours, on a fait parvenir notre lettre à la commissaire le 22 juin dernier. Donc, elle a reçu le mandat d'examiner la performance des programmes de soutien à domicile. Elle a reçu ce mandat-là cet été 2022, et elle doit remettre son rapport seulement en décembre 2023. Et je trouve que c'est très long, parce que les problèmes du programme d'allocation directe Chèque emploi-service, les problèmes sont connus, et ça depuis très longtemps par le gouvernement. Il y a tellement de gens qui ont fait des plaintes et qui ont interpellé leurs députés là-dessus. C'est impossible que le gouvernement ne soit pas au courant de tous les problèmes de ce programme-là. Alors, si je compare la rapidité du comité chargé de faire des recommandations sur les hausses salariales comparativement à la rapidité à ce qu'on demande à la commissaire, je trouve que c'est toute la différence du monde et il n'y a aucune excuse pour ne pas immédiatement
faire les changements qui s'imposent dans le programme Chèque emploi service qui est, comme je disais, à la base du soutien à domicile. Si on veut vraiment garder nos personnes vulnérables et nos personnes aînées aussi à la maison, ce programme-là est très important. Il permet aux proches ou à des travailleurs d'assurer les soins de ces personnes-là. Et quand le programme est tout croche comme ça fonctionne pas. Il y a des gens qui quittent et il y a des gens qui se retrouvent en institution à cause de ça. Et quand on regarde une place en CHSLD, combien ça coûte, versus le soutien à domicile, pas très difficile de comprendre que le soutien à domicile, c'est la meilleure option. Donc, là-dessus, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire? Je voulais vous mentionner des témoignages, mais je vais faire une capsule uniquement là-dessus, très bientôt. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Donc, très, très, très bientôt, capsule avec des témoignages d'utilisateurs du programme Chèque emploi service, que ce soit des parents comme moi ou autres utilisateurs. On va parler de ça uniquement. Alors, très, très, très bientôt, comme je vous disais, je vais faire une série de capsules sur le soutien à domicile. C'est trop gros, c'est trop vaste, il y en a long à dire. Voilà. Merci d'aider. Merci d'aimer cette vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ensuite, à tous ceux qui vont partager la vidéo, un grand merci. À tous ceux qui vont faire connaître la chaîne, partager la chaîne, un grand merci aussi. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous. Prochaine vidéo très bientôt. Encore sur le soutien à domicile. Il y aura d'autres vidéos aussi sur ma chaîne, sur d'autres sujets un peu plus légers. Mais voilà, on se reparle très, très, très bientôt. Et sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et on se reparle très, très, très bientôt. J'ai hâte de vous revoir. Salut, bye, gang!